Bienvenue dans notre direct de ce soir. Nous allons devoir débattre quelques sujets de l'actualité politique de notre pays, la République démocratique du Congo. Au menu du jour, nous avons assisté hier à la conférence de presse du président de la République qui a indiqué qu'il n'y aura pas de négociation avec les mouvements rebelles du M23 qui sont considérés comme un mouvement terroriste. Pour la République démocratique du Congo, c'est une ligne rouge qui est infranchissable. Les paroles du président de la République. Mais également, le président a indiqué qu'il n'y aura pas de normalisation non plus, ni moins encore la légitimation par la République démocratique du Congo de ces groupes rebelles. Donc, le président laisse entendre que la République démocratique du Congo ne se soumettra jamais aux impositions extérieures. Également, sur l'affaire des inciviques de Kuluna, le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Tshisekedi, a fait rétropédalage après de multiples indignations des citoyens qui se sont indignés au traitement réservé à nos compatriotes communément appelés Kuluna, qui je qualifie comme des citoyens qui sont en conflit avec les lois de la République et sa constitution. Pas de peine de mort, donc, a-t-il indiqué le président, parce que la peine de mort est seulement limitée dans les cas du terrorisme et les trahisons au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, sur la clarification de cette affaire, les conditions strictes qui s'appliquent, la peine de mort s'applique aux conditions strictes qui sont liées à la trahison et au terrorisme. Donc, nous allons devoir, pour commencer ce journal et ce direct de ce soir, il faut savoir que l'actualité politique internationale reste dominée par la prestation de serment du nouveau président élu des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, qui a été investi aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique. Il a prêté son serment devant les juges présents de la Cour suprême et les différents invités des marques destinés à assister à cette cérémonie. Donc nous n'allons pas avoir trop de sujets à parler ce soir. Nous allons débattre sur l'actualité politique de notre pays, où le président Félix Tshisekedi entre dans sa 6e année, a déjà épuisé une année de son 2e mandat. Nous avons tous suivi lors de son allocution devant le Congrès, le Parlement réuni en Congrès, le président qui a toutefois avoué que son mandat a débuté par un échec. Donc, ici, nous restons attentifs quant aux actions qui seront menées par M. Félix Tshisekedi ensemble avec son gouvernement, dirigé par Mme Judith Suminwa. Pour rappel, ici présent, chers compatriotes, le samedi, le 18 janvier 2025, le président de la République a reçu les corps diplomatiques qui sont représentés à la République démocratique du Congo. Au menu du jour, un dîner où il a échangé avec les corps diplomatiques sur les sujets sensibles de notre pays. Donc, entre autres, le président qui a indiqué qu'il n'y aura pas de négociation avec le M23, le mouvement M23, considéré comme un mouvement terroriste par le gouvernement de Kinshasa. Donc, pour le président de la République, les négociations restent une ligne rouge infranchissable par son gouvernement. Il n'y aura donc pas une normalisation et moins encore une légitimation de ces groupes terroristes par le régime de Kinshasa. Nous allons donner notre analyse. Nous commençons d'abord par présenter les faits tels que la loi nous impose, que les faits sont sacrés, mais les commentaires sont libres. Donc, certainement, je donnerai mes analyses par rapport à cet avis du président. Deuxièmement, le président a indiqué que la peine de mort a clarifié en fait sur les conditions strictes
d'application de la peine de mort en République démocratique du Congo. Nous avons tous assisté au ministre Constant Mutamba qui a fait l'apologie, ce que je peux appeler comme l'apologie d'exécution des inciviques communément appelés Kuluna, mais aussi il a fait tout ce que je peux appeler comme propagation des faux bruits sur l'affaire de Kuluna, des intimidations et du chantage d'État sur cette affaire-là, considérant que les Kuluna sont des inciviques qui ont commis des actes malfaits et qu'ils ont été jugés et condamnés à la peine capitale. Alors, ils seraient donc envoyés à Ngenga pour être exécutés. Vrai ou faux sur les déclarations du président qui disposent que jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucune exécution qui a été effectuée. Donc, nous allons donc faire notre analyse. Mais avant de faire notre analyse, nous allons d'abord, puisque ça fera le deuxième point de notre direct de ce soir, nous allons donc faire la différence. Nous allons apprendre ensemble à connaître c'est quoi la politique étrangère et c'est quoi la diplomatie. Donc, la diplomatie et la politique étrangère, quelle est la différence? Voilà, chers compatriotes. Donc, ce qu'il faut savoir, la diplomatie et la politique étrangère sont liés, mais ils ont des rôles tout à fait distincts en relation internationale. Premièrement, ce qu'il faut savoir de la politique étrangère, c'est l'ensemble des objectifs et des stratégies définis par un État, par une nation. Ce sont ces stratégies et ces objectifs pour guider ces relations internationales. Elles visent surtout, ces objectifs et ces stratégies visent surtout à protéger les intérêts nationaux d'un pays, assurer la sécurité et promouvoir le développement économique ou diffuser des valeurs nationales d'un pays. Donc, ça, premièrement, c'est ce qu'on appelle la politique étrangère d'un pays. Je prends un exemple de la politique étrangère. Les États-Unis d'Amérique, par exemple, sa politique étrangère repose sur la promotion de la démocratie et la lutte contre le terrorisme. Donc, même quand vous entrez sur le site Internet des affaires étrangères des États-Unis, vous verrez toutefois que c'est bien mentionné ce qui caractérise leur objectif de la politique étrangère de leur pays. Alors, deuxièmement, la diplomatie. C'est quoi la diplomatie? Alors, retenons que la diplomatie, c'est le moyen par lequel la politique étrangère est mise en œuvre via des négociations, des dialogues, accords, des représentants officiels d'un pays, d'une nation. Exemple, lorsqu'il y a par exemple des sommets climatiques, on a vu la RDC participer, représentée par Mme F. Bazaïba et Mme la Première ministre Judith Suminwa. À ces sommets climatiques, c'est comme un cap qui illustre les actes de la diplomatie. Parce que votre pays y est représenté pour négocier ces accords, ces dialogues pour un accord sur le climat. C'est là où vous allez débattre les intérêts de votre nation. Là, c'est ce qu'on appelle la diplomatie. Alors, la différence clé qu'il faut retenir entre les deux, la politique étrangère et les quoi, les objectifs, et la diplomatie et les comment, c'est-à-dire les moyens pour atteindre ces objectifs. En résumé, la politique étrangère définit les priorités d'une nation et la diplomatie est l'outil d'exécution pour atteindre ces objectifs. Chers compatriotes, peuple congolais, chers téléspectateurs, je crois que vous avez très bien suivi notre avis et analyse en rapport avec la différence entre affaires étrangères et diplomatie. Puisque je vous ai toujours dit que notre émission elle est pédagogique, cette émission qui s'intitule La conscience nationale doit permettre aux citoyens d'être conscients des enjeux de leur pays, mais aussi de comprendre comment la politique fonctionne. Tous les sujets qui sont importants pour le fonctionnement de notre nation, nous aurons quand même l'honneur de les débattre, puisque nos émissions, nous prenons notre temps à préparer ce qui est le contenu de nos directs. Voilà, chers compatriotes, mon analyse par rapport au dîner du président de la République. Comme je l'ai dit, le président de la République, il a donné son avis, et son avis, ça résume ce que je peux appeler la politique étrangère ou la diplomatie de la République démocratique du Congo. Tenant compte des déclarations du président, premièrement, pour ce qui concerne le 1-23, ce qu'il faut savoir, c'est que la première chose qu'il faut savoir, la RDC, c'est un État souverain, comme cela est bien mentionné à l'article 9 de notre Constitution. Vous m'excusez de le prendre pour nous aider à mieux comprendre notre sujet. L'article 9 de notre Constitution nous dit ceci.
pour ne pas reprendre l'article 5 déjà qui parle de la souveraineté, mais nous prenons directement l'article 9 parce que c'est ça qui est lié aux actions de la souveraineté. Alors, cet article nous dit ceci. L'État exerce une souveraineté permanente, notamment sur les sols, les sous-sols, les eaux, les forêts et les espaces aériens, fluviaux, lacustres et maritimes congolais, ainsi que sur la mer territoriale congolaise et le plateau continental. Alors, les modalités de gestion de ces concessions du domaine de l'État visées à l'alinéa précédent sont déterminées par la loi. Chers compatriotes, ce qu'il faut retenir ici, avant de donner mon avis sur le point de vue du président, c'est que la RDC, c'était un État souverain. Alors, lorsque un État est souverain, ça veut dire tout simplement que cet État-là, c'est elle-même qui décide ce qu'elle doit faire et ce qu'elle ne doit pas faire. C'est elle-même qui décide ce qu'il doit manger et ce qu'il ne doit pas manger. C'est elle-même qui décide à quel moment il doit défendre sa patrie, à quel moment il ne peut pas se défendre. Donc tout ce que nous sommes capables de faire seuls, c'est ça qui va justifier que nous sommes souverains. Nous décidons seuls et nous appliquons seuls. Alors cet article, ça dispose que l'État, il a l'obligation d'exercer sa souveraineté sur les territoires nationaux de la République démocratique du Congo. Nous avons le territoire national qui a une superficie de 2 345 410 mètres. Nous avons les eaux, nous avons les lacs, nous avons les forêts, nous avons les espaces aériens, nous avons les fleuves, nous avons aussi les lacustres, le maritime congolais, ainsi que les territoires congolais sur le plateau continental. Quand vous allez par exemple à l'océan Atlantique à Mwanda, vous allez regarder, vous allez voir les plateaux continentaux. Donc, c'est accès que la RDC a à la mer, c'est cette partie-là aussi, nous devons aussi exercer notre souveraineté. Nous devons, c'est-à-dire appliquer ce qui nous convient le mieux pour ce territoire-là, pour tout cet espace du territoire qui nous appartient. C'est-à-dire c'est à nous de définir qu'est-ce que nous allons faire des fleuves, qu'est-ce que nous allons faire des lacs, qu'est-ce que nous allons faire des forêts, qu'est-ce que nous allons faire de nos terres, de nos pétroles, de nos richesses sous le sol, de nos minéraux et tout consort. Mais aussi, nous avons le devoir, bien sûr, de défendre la patrie. C'est-à-dire c'est à nous de définir qu'est-ce que nous allons faire des fleuves, qu'est-ce que nous allons faire des lacs, qu'est-ce que nous allons faire des forêts, qu'est-ce que nous allons faire de nos terres, de nos pétroles, de nos richesses sous le sol, de nos minéraux et tout consort. Mais aussi, nous avons le devoir, bien sûr, de défendre la patrie. C'est à nous de décider, est-ce qu'on doit laisser tout le temps les rebelles entrer et sortir comme ils veulent, ou soit on doit montrer que l'État, il est là, les rebelles n'ont pas l'accès déjà d'entrer dans notre territoire. Quand nous sommes présents, quand nous appliquons notre souveraineté. Donc, le président de la République, vous avez mon soutien total d'appliquer la souveraineté de la République démocratique du Congo, puisque je l'ai toujours dit que la souveraineté nationale ne peut pas être aliénée. Alors, cette décision que vous avez prise n'est pas contraire à l'esprit de la Constitution si et seulement si la République démocratique du Congo a des capacités à se défendre seule sans compter sur qui que ce soit. C'est ça, en fait. Je vais vous montrer les deux côtés, il y a des avantages et des désavantages. La décision que le président a prise, son avantage, c'est que c'est ce que nous devons faire si on est fort. Réellement, si on est fort, on a des capacités à se défendre, on a des capacités à contrôler notre territoire, on a des capacités à gérer tout ce qui nous appartient. Donc, la chose que nous devons faire, c'est la meilleure des décisions, c'est que le président a pris. Alors là, c'est dans les cas où nous sommes forts. Je ne vous dis pas que nous ne sommes pas forts ou nous sommes forts. C'est à vous de juger, d'évaluer les capacités de défense de notre armée, les capacités de sécuriser notre territoire de la police, les capacités de l'État à faire valoir l'autorité de l'État partout sur le territoire national. Là, je n'ai même pas entré dans les détails sur ces questions-là. Ce sont des questions que je vous laisse pour que ça vous fasse comprendre où en sommes-nous, quelles sont les conséquences de la décision du président de la République. Mais aussi, dans le sens où si nous ne sommes pas forts, si nous ne sommes pas capables de défendre notre territoire, donc cela veut dire que notre souveraineté, ça sera négocié. On peut alors négocier notre souveraineté. Mais alors, cette souveraineté, ça ne sera pas forcément négocié parce que la Constitution, dans ses articles 213, 214, prévoit des conditions de dialogue, chers compatriotes. Puisque là, le président, il est catégorique. Il dit que ce mouvement, c'est un mouvement terroriste. Je ne parlerai pas avec eux. Mais pour ceux qui ont suivi aujourd'hui la prestation de serment de Donald Trump, 47e président des États-Unis, dans toutes ses premières interventions, lorsqu'il commence son discours, il dit, déjà hier soir, avant d'entrer aujourd'hui en fonction, je me suis rassuré hier de ramener tous les otages américains qui sont dans les mains des ravisseurs. Donc, Donald Trump
ne nous a pas donné les détails sur lesquels il a réussi à obtenir la libération des otages américains. Vous comprenez ce que je veux dire ici? C'est ça qu'on appelle la diplomatie. Ce sont des choses qui passent dans les coulisses sans que ça soit révélé. Ce sont des détails. Donc, pour vous dire que, puisque nous n'avons pas suivi que les États-Unis ont bombardé des terroristes ou bien il a mené une opération, mais le président nous annonce qu'il a libéré les otages américains. Comment il a libéré? Mais c'est parce que le président a négocié. Parce que le président a discuté avec les rebelles. Parce que le président, comme on dit que la paix n'a pas de prix, le président a négocié la vie des Américains. Les concessions que l'Amérique a données, le président n'a pas révélé ça. C'est ça un homme d'État. Et je reviens de notre côté, où notre territoire, Bunagana, depuis 4 ans déjà aujourd'hui dans les mains des rebelles, et tant d'autres territoires qui sont dans les mains des rebelles. Aujourd'hui, j'ai dit des images où nous avons encore perdu plus de 10 militaires qui étaient à bord d'un véhicule, mais il y a 3 lieutenants parmi eux qui sont morts. Ce n'est pas pour rien que j'ai lu l'article 9 de la Constitution qui dispose que l'État doit exercer sa souveraineté sur les territoires congolais partout. Alors là, j'ai bien dit que dans les cas où la RDC est forte. Maintenant, dans les cas où la RDC n'est ni forte, n'est moins encore faible. C'est-à-dire que nous sommes apparemment pas forts. Nous sommes un peu faibles, je peux dire. Nous sommes affaiblis, mais pas forts. Alors, là, qu'est-ce que la loi prévoit? Dans la Constitution, titre 6, des traités et accords internationaux, ça dispose que le président de la République négocie, ratifie les traités et accords internationaux. Le gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à la ratification après délibération au Conseil des ministres, en informe l'Assemblée nationale et les Sénats. Alors, là, c'est juste un détail. Le plus important, on passe à l'article 214. Qu'est-ce que cet article nous dit? Les traités de paix, voilà, c'est ça qui concerne réellement les cas des groupes rebelles, et pourquoi pas les M23. Donc, ici, cet article nous dit les traités de paix, les traités de commerce, les traités, les accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux. Voilà, puisqu'il y a un conflit entre le Rwanda et la RDC, où la RDC accuse le Rwanda d'être le soutien des mouvements M23, mais aussi le Rwanda, de l'autre côté, accuse la RDC d'être le soutien des groupes rebelles de Hutus. Alors, là, il y a ce qu'on appelle un conflit international. Un conflit international. C'est ce qui est disposé dans cet article, c'est qu'on donne les moyens au président de la République d'aller négocier les traités de paix. Alors, ce qui engage les finances publiques, c'est quoi? Ce sont ces traités, ce sont des accords, sans modifier les dispositions, et ce qui modifie les dispositions législatives, voilà, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent échange et adjection du territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Voilà, chers compatriotes. Donc, lorsqu'il s'agit de 1,23, le président de la République, j'ai bien dit, dans les cas où la RDC a des capacités de se défendre, dans les cas où la RDC a la possibilité de bouter hors état de nuire les 1,23 et tous les autres groupes rebelles qui sévissent dans la partie est de notre pays. Donc là, la RDC peut s'imposer et dire que non, ma souveraineté, elle est non négociable. Mais sauf que notre Constitution prévoit des dispositifs où le président de la République peut toutefois signer des traités de paix dans les cas prévus par cette loi. Alors, qu'est-ce qui est disposé dans cet article? Dans cet article, on dit au président, lorsque tu échoues sur le terrain, tu n'es pas fort pour garder l'intégrité nationale qui a été violée. En tout cas, la paix n'a pas de prix. Tu peux toutefois négocier cette paix moyennant un traité. Alors, ce traité-là, ça doit être signé, ça doit seulement être engagé dans les cas d'une loi qui doit être votée au Parlement. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Mais nous savons tous qu'avant que la loi soit votée au Parlement, soit c'est le gouvernement qui amène des projets de loi, ou soit c'est le député qui font des propositions de loi. Donc, en rapport de ça, l'Assemblée nationale va faire un débat, va engager un débat, va voir quels sont les intérêts de la République dans cette loi, dans ce traité de paix, quelles sont les concessions entre les deux parties. Parce que vous savez que l'Assemblée nationale, c'est la chambre des représentants du peuple congolais. Alors là, nous avons compris que le président de la République, dans les cas de figure où nous sommes en train de constater que la RDC n'est pas fort, n'est pas du tout fort pour défendre sa souveraineté, pour réellement défendre son territoire, s'imposer et contrôler son intégrité territoriale, sa souveraineté. Alors dans les cas, nous pouvons toutefois négocier un traité de paix. Je ne dis pas au président d'aller négocier, mais
je montre au président qu'il y a possibilité aussi de négocier un accord de paix. C'est ce qui veut dire que quand Kabila le faisait, il n'était pas bête, c'est conforme à la Constitution. Préfère à ce que vous puissiez signer un traité de paix. Alors, nous avons déjà la jurisprudence. On a signé beaucoup de traités de paix avec le CNDP, M23 et tout comme ça, voilà. Mais en 2013, ils étaient défaits de manière automatique par l'armée nationale. L'article 215. Qu'est-ce que ça nous dit cet article? Parce que ça parle toujours de traités et accords internationaux. Cet article nous dit ceci. Régulièrement, les traités et accords internationaux sont régulièrement conclus. Lorsqu'ils sont régulièrement conclus, dès leur publication, ont une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité, accord ou accord de son application par l'autre partie. Voilà, chers compatriotes. Ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les cas où il faut signer un accord de paix, un traité de paix avec un État quelconque ou bien un groupe rebelle, comme je l'ai dit, lorsque c'est régulièrement soumis au Parlement et que le Parlement en fait débat et le Parlement produit une loi qui va accorder le gouvernement à signer un traité de paix, alors ce traité de paix, ça sera supérieur à nos lois de la République. Ça veut dire tout simplement que ça sera au-dessus même de notre Constitution, ça sera même au-dessus de nos lois organiques, au-dessus de nos ordonnances. Mais pourquoi? C'est parce que tout simplement, c'est le droit international, parce que c'est entre États. Mais aussi parce que la loi, là-bas, la loi dispose que ce traité ou accord international est considéré supérieur à nos lois, aux lois nationales lorsque, sous réserve d'application de cet accord par l'autre partie. Lorsque l'autre partie s'engage aussi comme la RDC à signer un traité de paix, à respecter un traité de paix, donc la RDC va toutefois reconnaître la supériorité de cet accord, de ce traité, par rapport aux lois de la République, sous condition que l'autre partie également applique sa part de responsabilité qui est mentionnée dans l'accord de paix. Voilà. Alors, la Cour constitutionnelle, dans l'article 16, on dit, alors le président de la République ou le Premier ministre, soit le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, va d'abord soumettre le traité de paix ou l'accord de paix à l'appréciation de la Cour constitutionnelle. Mais pourquoi? Mais parce que c'est la Cour constitutionnelle qui est le gardien de la Constitution. Il doit vérifier la constitutionnalité de cette loi. Il faut que cette loi soit conforme à notre Constitution, que cela ne puisse pas violer notre Constitution, afin que la Constitution ne soit pas violée, comme je l'ai dit. Donc, chers compatriotes, peuple congolais, pour le premier sujet concernant l'intransigeance de la RDC, dont le président nous a dit officiellement que la République démocratique du Congo ne négociera jamais avec le M23. Alors, je dis au président, sous réserve que la RDC reste fort au front, sous réserve que la RDC se réorganise rapidement pour récupérer toute l'étendue du territoire qui est occupé. Donc, si on n'arrive pas à récupérer le territoire qui est occupé, ce que le président fait, je peux appeler ça que propagation des faux bruits. Donc, le président doit reconnaître qu'à un moment donné, toutes les promesses qu'il a promises par rapport à cette situation de guerre à l'Est, ça n'a pas permis à résoudre le problème. Toutes les positions qu'il a prises n'ont pas permis à résoudre le problème. Donc, il se peut qu'on peut avouer maintenant un aveu d'échec par rapport à cette politique qu'il a appliquée, par rapport aux positions qu'il a toujours prises, celle de refuser le dialogue direct avec le mouvement rebelle M23, comme il les qualifie, mouvement terroriste. Alors ici, moi je lui dis que la Constitution te donne la possibilité, Monsieur le Président, de négocier un accord de paix, un traité de paix. Mais sauf qu'il faut soumettre ça au Parlement afin que ça fasse débat et que tout le monde soit au courant de cette négociation des sentiments des armes. Donc, pour rassurer les Congolais, cher Président de la République, il faut prendre de bonnes décisions, il faut se conformer aux lois de la République. Je ne vous impose pas de négocier avec M23, mais j'exige à ce que la République démocratique du Congo soit forte sur le terrain pour maintenir la décision qui est la vôtre de ne pas aliéner la souveraineté de la RDC. Je suis d'accord, il ne faut pas aliéner la souveraineté de la RDC, il faut nous réaffirmer notre force. Il faut prouver ça par la force. Tu ne peux pas le prouver rien que par les paroles. Tu réunis les diplomates, tu leur dis non, la RDC ne va pas négocier. Je suis d'accord, mais prouver ça sur le terrain, récupérer Bunagana, chasser le M23, arrêter Nanga, il faut les condamner et qu'ils aient quitté parce qu'il a trahi la République
démocratique du Congo. Alors, je passe pour le deuxième sujet, celui qui est de Koulouna. Le président de la République il nous a surpris, il a fait rétropédalage. Il est en train d'aller dans le sens contre-courant de son ministre, M. Constant Moutamba, son ministre de Justice, qui nous a fait en quelque sorte ce que moi j'appelle la propagation des faux bruits. Il nous a fait le chantage d'exécution de Koulouna. Il a déclaré à la face du monde que ça c'est la troisième phase des Koulouna qui sont envoyés à Ngenga pour être exécutés. Et d'ailleurs, nous avons toutes les images. Il dit au Koulouna, priez déjà. Et puis, vous n'allez plus revoir la vie de Kinshasa. Ça, ce n'est pas... Là, il n'est plus un ministre de justice. Donc, il devient un ministre des injustices. Parce que ce que je dois vous informer, chers compatriotes, vous devez savoir que même le Koulouna qui est condamné, il a droit à un appel. Il doit faire recours à la cour d'appel. Et pourquoi pas aller jusqu'à la cour de cassation? Et pourquoi pas aller même au président de la République demander une grâce présidentielle? Parce que ce sont des dispositions qui sont prévues par nos lois. Il faut que le ministre fasse en sorte que cela soit respecté. Les droits des citoyens à se défendre soient aussi respectés. Alors, ce que moi je constatais selon mes analyses par rapport à ce rétropédalage du président de la République, pour votre information, je vous informe officiellement que la République démocratique du Congo a été élu membre. Il siège à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Alors, lorsque tu sièges à cette commission, chers compatriotes, déjà quand la RDC avait gagné ses postes, moi personnellement et beaucoup d'autres compatriotes qui ont dénoncé cela, nous avons vu cela comme un recul à la démocratie. C'est mon pays, je ne suis pas contre que mon pays accède à ces postes-là. Mais on estime que lorsque vous accédez à ces postes, c'est que vous êtes exemplaire en matière des droits de l'homme. Mais sauf qu'on a remarqué que la République démocratique du Congo n'est pas exemplaire en matière des droits humains. Déjà, quand il a accédé à ces postes, avant même de l'occuper, la RDC s'est vue assassiner ses propres citoyens qui étaient à la centrale de Makar. Où nous n'avons jamais eu une enquête sérieuse qui doit vraiment nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé réellement. Mais sauf que le ministre de l'Intérieur a avoué, nous avons les vidéos, les images, où il dit qu'il y a eu 129 morts qui ont été tirés par la police. Alors là, on comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a tentative d'évasion alors qu'il n'y a aucun prisonnier n'a fui. Comment une tentative d'évasion peut venir de l'extérieur? Non, là ce n'est plus une tentative d'évasion. Là c'est une diversion. Nous sommes vraiment sidérés face à ces abus des droits humains qui sont commis en République démocratique du Congo. Il faut que la conscience nationale agisse pour que vous sachiez que le président de la République est le responsable politique de tous les actes de violation des droits humains qui sont commis en République démocratique du Congo. Ce qu'on doit savoir aujourd'hui, pour tous ces crimes qui se passent en RDC, les carnages de Makala, on a vu aussi comment, je l'ai toujours dit, Christian Malanga, il a été abattu à bout portant. Parce que nous avons une vidéo où on a arrêté Christian Malanga, il était vivant. On le fait monter dans une jeep, on le tire à bout portant. Là, c'est les gardes républicains de Chilombo qui tirent sur le compatriote Christian Malanga. Mais pourquoi on le tire? Parce que vous l'avez déjà arrêté. Il est sans défense quand vous l'arrêtez comme ça. On le tire. Vous imaginez? On voit les citoyens qui sont dans l'eau, les milices qui sont dans l'eau, mais on les tire. Il est déjà dans l'eau, vous le tirez encore, pourquoi? Tout ce qu'il faut faire, il faut aller les retirer, les prendre, et puis vous allez juger, les condamner, c'est tout. Donc, ces gouvernements, ou bien ces pratiques, font état que ça fait remarquer que la RDC ne respecte pas les droits humains. Donc, par conséquent, nous ne méritons pas de siéger aux commissions des droits humains des Nations Unies. Mais puisque nous siégeons déjà dans cette commission-là, la RDC maintenant doit être prudente par les actes qu'elle va poser. La RDC ne peut pas exécuter le Koulouna pour la peine de mort. Parce que déjà, je suis maintenant très content puisque le président de la République, à travers ce point de presse où il a partagé avec les diplomates sur le sujet sensible de la société, il a quand même indiqué que la peine de mort, il a clarifié les conditions strictes d'application de la peine de mort. Donc, la peine de mort ne concerne que, ils ont fait rappel sur le moratoire de la peine de mort, mais cela ne concerne que le terroriste. Ça c'est un. Deuxièmement, pour tous ceux qui sont dans l'armée, tous ceux qui ont, des soldats qui sont dans l'armée, qui ont fait, commis les actes de trahison. C'est pour cela que j'ai toujours dit, un citoyen simple ne peut pas être considéré comme traître. Il ne détient aucun secret d'État. Maintenant, il va être traître par rapport à quoi?
Il n'a aucun secret militaire, aucun secret d'État, il n'a aucune responsabilité ni dans l'administration, ni dans la fonction publique, ni dans un service de l'État quelconque. Donc comment vous allez appeler quelqu'un traître? C'est ça que vous devez savoir. Donc, celui qui peut trahir, c'est celui qui a des responsabilités. C'est celui qui a une mission à accomplir, qui n'accomplit pas sa mission, c'est celui-là qui peut être considéré comme traître. Un militaire peut être considéré comme traître lorsqu'il n'exécute pas les ordres qui lui ont été donnés, lorsqu'il trahit le plan du pays aux ennemis, lorsqu'il traverse les camps des ennemis, il vend votre plan, pas les intérêts de la République. Là, il est considéré comme traître. Ce sont ces gens-là qui on peut toutefois exécuter. C'est par rapport à ça qu'on peut lier ça à la peine de mort. Donc, je me suis déjà indigné quand vous consultez ma chaîne YouTube, Journal officiel expliqué. Il y a tant de contenu sur ça. Je me suis prononcé déjà plusieurs fois pour dire que les Koulouna ne sont pas des traîtres. Les Koulouna ne sont pas concernés dans les cas de peine de mort. Parce que dans notre pays, la peine de mort a été... L'exécution de la peine de mort a été suspendue. Mais sauf que le ministre de Justice, Constant Moutamba, a revu le circulaire qui a suspendu la peine de mort. Il a mis des exceptions. Cette peine de mort devra être suspendue, mais sauf exécutée dans les cas de la trahison dans l'armée pour les soldats, mais aussi dans les cas de terrorisme. Chers compatriotes, peuple congolais, chers téléspectateurs, vous êtes nombreux à nous suivre. Veuillez également suivre nos contenus sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous massivement pour ne pas manquer nos contenus de qualité que nous sommes en train de diffuser. Mais aussi, notre émission, vous devez savoir, elle s'intitule La conscience nationale. Pourquoi la conscience nationale? Il faut que c'est un contenu pédagogique. Parce qu'il faut que le peuple apprenne comment l'État est organisé et comment l'État fonctionne. L'organisation et le fonctionnement de l'État, je l'ai toujours dit, c'est tout trouve son soubassement dans la loi fondamentale de notre pays, qui est la Constitution de 2006, telle qu'elle est modifiée en 2011. Donc cette Constitution, qui a été qualifiée comme Constitution des étrangers, c'est celle-là qui organise l'organisation et le fonctionnement de tout ce que nous avons en République démocratique du Congo. Alors, en rapport avec toujours ces dossiers de Koulouna, comme je l'ai dit, que la RDC siège déjà comme sur les droits de l'homme, donc il doit se montrer exemplaire pour ne pas exécuter des enfants qui sont innocents. Ces enfants, s'ils sont Koulouna aujourd'hui, c'est à cause des responsabilités de l'État, de Félix Tshisekedi. 6 ans depuis qu'il est au pouvoir, il n'a jamais entrepris une politique pour encadrer ces jeunes désœuvrés, ces jeunes qui n'ont plus en fait d'espoir pour la vie. C'est ça. Son gouvernement est caractérisé par des détournements, par la corruption. Son gouvernement qui est caractérisé par la mégestion des organisations. Il est en train de détruire tout ce que la RDC possède. Alors, tout ça, ça amène le peuple à se radicaliser. Tout le monde n'a pas les mêmes intentions lorsqu'il est dans la souffrance. Il y a des gens qui vont supporter la souffrance, mais il y a d'autres qui ne vont pas supporter. C'est ce qui leur amène de commettre des actes barbares tels que nous les reprochons tous, de commettre des actes atroces qui amènent certains de nos compatriotes à perdre leur vie. Donc, à l'État, comme je l'ai dit toujours, c'est le devoir qui est le sien lorsque les parents n'ont pas réussi à éduquer, à encadrer leurs enfants. Ces parents qui n'ont pas réussi à éduquer et à encadrer leurs enfants, ce n'est pas de leur faute, parce que ces parents-là sont mal nourris par l'État, sont mal payés par l'État, sont mal entretenus par l'État, ils sont abandonnés par l'État. C'est ça. Puisque notre Constitution, quand vous la lisez, à partir de l'article 11 jusqu'à l'article 61, ne nous donne que des droits, alors que ces droits-là n'ont jamais été appliqués à bon escient. Le peuple n'a jamais bénéficié de ces droits qui sont les plus légitimes consacrés dans cette Constitution. Chers compatriotes, peuple congolais, nous progressions toujours en rapport avec cette affaire de Koulouna. Donc, le président de la République, en rapport à notre analyse, nous constatons qu'il fait ses rétropédalages parce qu'il a peur aussi de la CPI. Vous savez, il a déjà commis plusieurs abus qui sont à son actif, donc il ne peut pas se débarrasser de ça. Il ne peut pas se débarrasser, par exemple, de 200 de nos compatriotes qui ont perdu la vie dans les cas de déplacés à Goma, à cause de la famine, à cause des petites maladies, à cause de l'irresponsabilité de l'État, à cause de la négligence, à cause du sabotage de M. Félix Tshisekedi et Mme Judith Souminois, de tout son gouvernement, de l'État congolais qui est impuissant à ne rien faire, qui ne prend que l'argent, se distribuer entre eux, les politiciens, et puis c'est tout, le peuple n'a rien. Qui a fait la guerre peut manquer d'un endroit où dormir, peut manquer de médicaments pour se soigner, peut manquer de quoi manger. Alors, ici, on constate que les gens qui président la destinée de notre pays sont également des traîtres. Ils collaborent avec l'ennemi, ils mangent avec l'ennemi, ils viennent vous tromper chaque jour.
Et puisque le peuple il est habitué à être trompé, il applaudit aussi ses propres bourreaux. Donc, voilà ce qui est devenu, ce qui caractérise la classe politique congolaise, où on organise la mafia, on institutionnalise les détournements, où les mensonges est devenu une mode de gestion, où le président de la République fait des promesses, des mensonges. C'est devenu comme son programme d'action de mentir le peuple congolais chaque jour. Alors, là, on comprend réellement que ces gens n'ont jamais entrepris les idées de Lumumba, ils n'ont jamais retenu des leçons sur ce que Mosé Laurent Désiré Kabila avait appelé « ne jamais trahir le Congo ». Si tous les citoyens pouvaient au moins vivifier ce slogan, parce que Mosé avait entrepris les rêves inachevés de Lumumba. Ses rêves, c'était quoi? Ses rêves étaient celui de voir un Congo libre et prospère. Mais ses rêves étaient inachevés parce que les ennemis de la République ont décidé de l'arrêter. Mais sauf qu'ils ne peuvent pas l'arrêter parce que Lumumba c'est un esprit et Kabila le père c'est un esprit également. Et tous ceux qui y sont derrière aujourd'hui, nous tous les compatriotes, nous devons avoir une pensée pieuse envers ces dignitaires, envers ces héros nationaux, puisqu'ils ont relevé le défi en leur temps. C'est à nous maintenant de jouer le rôle qui est le nôtre. Parce que nous constatons une absence criante de l'État. Nous observons ici l'impuissance des pouvoirs publics, l'impuissance de Félix Tshisekedi, l'incapacité notoire de M. Félix Tshisekedi à prendre de bonnes décisions, à les matérialiser, à redistribuer toutes les richesses du pays, à sécuriser le pays, son incapacité à défendre la patrie, puisque en rapport de ça, il a fait son serment, celui de respecter la Constitution et les lois de la République, le peuple congolais. Donc, nous devons continuer à mettre la pression sur M. Félix Tshisekedi et tout son régime. Tout le militaire qui est en train de placer, que ce soit la DEMIAP, que ce soit la ANR, ils n'ont vraiment peur de rien. Ils font un travail de titan qui consiste à mépriser le peuple, arrêter des gens de manière arbitraire, les soumettre à des traitements dégradants. Maintenant, on commence même à torturer, à sodomiser des gens au niveau de l'ANR. Donc, la sodomisation est devenue institutionnalisée dans la gestion de l'incompétent M. Félix Antoine Tshisekedi. Chers compatriotes peuple congolais, nous devons faire pression à ces messieurs. Moi, je suis en train de compiler tous les actes barbares qu'ils commettent, toutes les violations des droits humains. Cela fera partie de la plainte que je vais déposer dans les prochains jours à la Cour pénale internationale. Parce que ce monsieur, il doit répondre de ses actes. Je l'ai dit ici, il est l'autorité, le responsable moral et politique de toutes les violations des droits humains qui se font au Congo. Parce que hier, c'était Kabila. C'est lui qui nous a dit que Kabila a tué Thérèse Kapangala. Il faut se rappeler, Thérèse Kapangala, elle est morte dans quelles circonstances? C'était dans les circonstances de défendre la Constitution. Donc aujourd'hui, Félix Tshisekedi ne se rappelle plus de Rossimo Kendi, ne se rappelle plus de Thérèse Kapangala. Et nous reviendrons avec force et détail avec ce sujet de la Constitution qui est violé de manière intentionnelle par M. Félix Antoine Tshisekedi. Donc je dis ici, la CPI reste un moyen de pression que nous devons utiliser pour contraindre M. Félix Tshisekedi à ne plus commettre des violations des droits humains, à ne plus commettre des violations des droits de l'homme, à ne plus banaliser l'exécution des colonnes. Ce sont des personnes. Ils ne peuvent pas être exécutés en masse, je l'ai déjà dit. On ne peut pas transformer une nation en un abattoir. C'est vrai, ils ont commis des actes barbares, ils ont tué des gens. Mais dans nos lois, ça ne permet pas de les tuer. L'État doit les encadrer, l'État doit les éduquer, et pas par la mort, pas non plus par exécution, parce que ces enfants, ils sont victimes de la mégestion, ils sont victimes de l'irresponsabilité de M. Félix Tshisekedi, ils sont victimes des détournements de M. Nicolas Kazadi, avec M. Mbosso, M. Vital Kamerhe, ils sont victimes de la mégestion de Mme Judith Suminwa, qui est impuissante, où on ne voit rien sur le terrain. Cette dame ne fait que des marches inutiles, elle entretient bien ses cheveux, elle porte des pailles, toujours de nouvelles pailles, toujours une perruque, une nouvelle perruque, mais dans le panier ménager des Congolais, il n'y a rien. Cette dame qui a pris l'engagement de créer 6 millions d'emplois dans 5 ans, n'a créé 0 emploi en 2024. Donc, vous allez comprendre avec moi ici que ce projet qu'on nous a présenté, ce programme quinquennal, c'est une anarchie pour 5 ans. Donc, pour 5 ans, on vous vole, on ne vous donne rien pour 5 ans. Pourquoi je regrette qu'on ne va rien vous donner dans 5 ans? Écoute-moi un peu, logiquement parlant. Prenons 81 000 milliards qui composent le budget du premier pilier de Mme Judith Suminwa. Donc 81 000 milliards pour 5 ans. Donc cela veut dire que plus de 16 000 milliards par année qui est disposé par son gouvernement pour créer des emplois. Si on prend 6 millions d'emplois divisés par 5, ça donne 1 200 000 emplois. Ce qui veut dire que Mme Judith Suminwa devrait
Puisqu'il n'a créé aucun emploi en 2024, il doit maintenant justifier qu'est-ce qu'elle a fait avec 16 000 milliards de francs congolais. C'est beaucoup d'argent, chers compatriotes. Il ne faut pas que les gens continuent à banaliser n'importe quoi. Nous devons vraiment traiter les sujets du pays avec rationalité. Nous devons être très exigeants. C'est ça qui va donner des emplois aux Congolais. L'État n'a créé aucune entreprise publique où on a engagé même des 100 Congolais. Il n'y en a pas. Vous imaginez? Vous vous engagez à créer 1 200 000 emplois par année. Si vous n'avez pas créé 1 million, créez même 200 000. On peut vous comprendre encore. Mais vous ne créez rien. Mais qu'est-ce que vous avez fait de ce budget? L'argent qui a été disposé, l'enveloppe, c'est parti où? Puisque déjà vous êtes incapable de payer les enseignants. Vous êtes incapable de payer les fonctionnaires. Je vous ai toujours dit, l'argent qu'on paye les fonctionnaires et les enseignants, on ne peut pas payer ça un salaire. Ça c'est vraiment, ce n'est pas un salaire. Une loi martiale qui va permettre à la République de récupérer son argent. Si la République ne sera pas rétablie dans ses droits, donc ces gens, on doit les poursuivre et les condamner à mort et les exécuter. Ils doivent être exécutés, je l'ai toujours dit. On doit servir d'exemplaire. Vraiment, les gens qu'il faut exécuter, ce ne sont pas des Koulouna. C'est Félix Tshisekedi. Il n'y a aucun privilège qui doit protéger le président. Posez-vous les questions, pourquoi le ministre doit être protégé avec les immunités? Pourquoi le sénateur doit être protégé par les immunités? Malgré tout l'argent qu'il gagne, malgré tout l'argent qu'il vole, il est encore protégé par les immunités. Vous comprenez? Donc, ils ont créé un système où ils sont protégés à vie. Ils resteront protégés comme ça. Ils volent, il va au Parlement, il se protège. Mais comment il va au Parlement? Déjà, au Parlement, il va là-bas sans votre vote. Il est nommé. Pourquoi? Parce qu'il a l'argent. Parce qu'il est dans ce conglomérat-là des voleurs. C'est ça le système qui gangrène notre nation. Nous devons lutter contre ça. Vous allez me poser des questions, comment on va lutter ça? C'est pour cela que j'ai lancé la désobéissance civile. Les peuples doivent désobéir. Refusez seulement de payer les impôts, refusez de payer les taxes. Même si les grandes sociétés vont payer, vous, c'est votre droit de ne pas payer la SNEL, de ne pas payer la régie des eaux. C'est votre droit de ne pas payer les transports lorsque vous montez dans les bus de Transco. Vous avez vu aujourd'hui dans la ville de Kinshasa, il n'y a pas de transport. Et pourquoi il n'y a pas de transport? Parce que votre gouvernement, malgré tout l'argent qu'il gagne en vendant vos minéraux, il n'organise pas les services de transport dans votre pays. Donc ici, vous comprenez qu'on parle que de la ville de Kinshasa, où déjà il y a une absence criante de l'État, alors que c'est là où se trouvent toutes les institutions du pays. Le président de la République, il est à Kinshasa, le volet numéro 1. Numéro 2, il est à Kinshasa, Madame Jidi Soumila, le volet numéro 2. Vitel Kamerhe, il est à Kinshasa, volet numéro 3. Samuel Okone, volet numéro 4, il est toujours à Kinshasa. Mais il n'y aura jamais de solution. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont pas de projet de société. Ils n'ont pas comme objectif d'aider la société à avancer. Ils ont comme objectif vous mentir, aliéner, continuer à voler, continuer les pillages, pérenniser les pillages. Et d'ailleurs, le président prépare déjà son fils pour les prochains pillages. Le président qui se déplace à l'occasion de rien, même si on ne l'a pas invité, il se déplace, il va au Ghana. Posez-vous un peu les questions. Est-ce que vous avez déjà vu le président du Ghana en RDC depuis que vous êtes Congolais? Vous avez déjà vu? Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas encore vu. Hein. Même si Joseph Kabila, je n'ai pas encore vu. Peut-être il est venu, moi, je n'étais pas au courant. Je m'excuse pour ça. Mais c'est que moi, je pense, les intérêts de la RDC ne sont même pas défendus lorsque votre président il fait des promenades inutiles. Là, il défend ses propres intérêts. Vous comprenez? Ici, je ne vous parle même pas des audios de la première dame. Je ferai tout un numéro pour ça. Je reviendrai même demain ou bien après-demain. Parce qu'on a beaucoup de choses à faire parfois. On n'a pas trop de temps à dénoncer toute la cacophonie de ces médiocres, chers compatriotes. Aidez-nous à comprendre le message. La désobéissance civile, c'est un moyen très efficace pour le peuple à appliquer de manière stricte la Constitution de la République qui lui demande de lui défendre. Donc nous avons le devoir de défendre la Constitution lorsqu'elle est violée. Elle est violée de manière intentionnelle. Elle est violée incessamment par Félix Tshisekedi. Combien de fois je dois vous dire que le fait seulement de dire aux citoyens que cette Constitution, c'est une Constitution des étrangers, c'est déjà une violation de la Constitution. C'est déjà une trahison pour le président de la République. Donc le président de la République tombe déjà dans ce qu'on appelle haute trahison. Mais sauf qu'il n'est pas arrêté. La Cour constitutionnelle ne les rappelle même pas. Parce que la Cour constitutionnelle, c'est elle le gardien de la Constitution. Si c'est une cour des Congolais, alors pourquoi il ne fait pas son travail? Pourquoi alors ils sont payés? Alors ici, on comprend exactement qu'ils sont là pour faire que la volonté des politiciens. Ils sont là pas pour dire les droits, ils sont là pour faire ce que Félix Tshisekedi leur dit de faire. Vous imaginez? Félix Tshisekedi ne connaît pas les droits. Lorsqu'il jette la Constitution, lui, il trouve ça normal. La Cour constitutionnelle qui connaît les droits, elle accompagne la vision de quelqu'un qui n'a pas de diplôme, quelqu'un qui ne connaît rien. Il bafoue votre Constitution et la Cour aussi reste muette. Mais pourquoi cette Cour reste muette? Je vous révèle vraiment des choses très importantes. Parce que même cette Cour, dernièrement, on a nommé des juges dont leurs noms font controverse.
on remarque que l'autre registre, il a étudié au Rwanda, voire même les noms là, ça n'existe pas au Congo, chers compatriotes. Vous allez toujours nous chercher des gens qui trahissent le Congo ailleurs. Non. Je vous ai toujours dit et je répéterai 1000 fois que celui qui trahit le Congo chaque jour, c'est Félix Tshisekedi. Il est au palais de la nation. Il dort à Cité de l'OIA. Sa femme est une Rwandaise. Tout le monde le sait. Sauf ceux qui ne veulent pas avouer ça. Madame Denise Nyakoro est Rwandaise. On les connaît. Sa sœur travaillait à l'ambassade de la RDC à Londres. Et je ne peux pas dire ici le travail qu'elle faisait avant, ça ne me concerne pas, c'est sa vie privée. Mais ça concerne les Congolais lorsqu'il s'agit de la première dame qui est auprès de celui qui est président de la République démocratique du Congo. Donc ici, on comprend que la RDC, il y a une anarque au sommet de la RDC. Et l'anarque, c'est quoi? C'est ce que ce monsieur-là, lui-même, il est voleur, usurpateur, tricheur, mais il prend encore un étranger, il collabore avec lui. Il viendra toujours nous mentir que Paul Kagame, c'est cela. Mais non, ils se connaissent avec Paul Kagame, c'est son frère. Et d'ailleurs, cette vidéo, quand je vais la poster sur YouTube, je vais superposer la vidéo où Félix Tshisekedi reçoit Paul Kagame au palais de la nation. Quand Paul Kagame entre, le président Félix Tshisekedi lui dit directement, mais c'est le président, mon frère. Donc, peuple congolais, chers compatriotes, depuis longtemps, tous les Congolais savaient que c'est Kagame qui tire les Congolais. Depuis 1977, nous connaissons ça. Il a soutenu l'AFDL pour déchoir Mobutu. Kagame était derrière. Les Congolais savent ça. Beaucoup de citoyens congolais sont morts à cause de ce Kagame. Mais Félix Tshisekedi l'a servi sur un plateau d'argent. Au stade des martyrs, on applaudit pour Kagame. On applaudit pour notre bourreau. Donc, ce qu'il faut retenir ici, le travail que Kagame faisait au Congo, c'est lui qui le fait de manière officielle. C'est Félix Tshisekedi. C'est lui son représentant ici en République démocratique du Congo. C'est lui son partenaire fiable. C'est lui son frère. Tous, Maman Marthe, c'est sa famille. C'est la famille de Kagame. La famille élargie. Ils sont nombreux les traîtres, chers compatriotes. Le scandale financier qui se passe au Sud Kivu où les Chinois sont arrêtés, on dit que ces Chinois-là sont venus exploiter les minéraux du Congo sans autorisation. Peuple congolais, vous avez déjà vu ça où? Et puis vous avez écrit à ce mensonge. Moi, je n'ai pas créé. Ça fait longtemps, moi, je dénonce déjà que les politiciens congolais ont des carrières miniers qui les exploitent. Je l'ai toujours dit. Si vous voulez que je vous donne des preuves, je peux vous donner. Il faut que vous soyez prudents. Vous puissiez comprendre que ces gens, ils cherchent des faux fouillants. Et je vais vous prouver que ces Chinois-là ont des acquaintances avec des politiciens. Qu'est-ce qui s'est passé? On les arrête, on les ramène à Kinshasa. Les gouvernements décident directement de les rapatrier. Ah, chers compatriotes, posez-vous la question. Où vous avez déjà vu un voleur qui est arrêté et puis on le retourne dans son pays? Vous avez déjà vu ça où? Vous comprenez? Donc on juge les colons par fragrance. Rapidement, il est envoyé à Angenga, on va l'exécuter. Un citoyen congolais. Mais on prend un Chinois qui a volé les richesses du Congo, on les ramène dans son pays. Non, tu rentres, tu es libre. Vous comprenez ce que ça veut dire? Vous ne comprenez pas. Mais moi, je comprends parfaitement parce que je connais le système. Je connais parfaitement le système, comment ça fonctionne. Pour étouffer l'affaire, pour faire disparaître les preuves, il faut que ces Chinois-là quittent le Congo. Parce que les Chinois, quand on les met à mal, ils finiront par dénoncer. Il peut même souffler ça au juge, mais monsieur, vous allez me condamner pour rien. Je suis le travailleur des patrons tels. Alors quand on vous dira ça, vous n'allez pas croire en fait. C'est la raison pour laquelle on a tué Gigi. Personne ici n'oublie que Vital Kamerhe, Hamida Chatir, ils ont été à la manœuvre pour tuer Gigi. Comme on a attendu encore dans les audios que Mme Hamida aurait demandé qu'on puisse tuer Mme Gisèle Mpela. Voilà les criminels qui dirigent le pays, les assassins qui sont au sommet de l'État. Leur gestion est caractérisée que par la haine, par les tueries, par les discordances, par les malversations, par la corruption, par les actes barbares. Chers compatriotes, je vais vous livrer un secret. Le Sud Kivu que vous voyez, le territoire de... je crois le territoire de Walloon. Alors, je n'ai rien à cacher, hein, je vous dis, parce que moi, je suis les sentinelles du peuple congolais. Je dois vous donner de vraies informations. Je dois vous informer sur toutes les cartes, les dessous des cartes qui se passent dans notre pays. Ce qui entretient même cette insécurité et toutes les guerres qu'on a à l'est du pays. Comme je l'ai toujours dit, ce sont des politiciens qui ont des carrières minières qu'on exploite. Et ces politiciens, ils engagent des milices pour sécuriser leurs carrières minières. Alors, je prends seulement l'exemple du territoire de Walloon. Le territoire de Walloon, que vous savez, ça se trouve aussi du Kivu. Mais dans ce territoire-là, il y a des leaders. Les leaders là, ils occupent toujours des postes importants au pays, à tout moment. Il y a Vital Kamerhe, il y a Bahati Lukwebo. Alors, ce que vous ne savez pas, le territoire de Walungu, les seuls territoires de Walungu, produit par année
de l'or qui sont chiffrés entre 5 milliards à 15 milliards de dollars américains par année. Les minéraux qui sortent de Walungu, je dis bien de l'or, pas d'autres minéraux, rien que l'or qui sort de Walungu. Par année, c'est évalué entre 5 milliards à 15 milliards. Mais l'État ne gagne rien. L'État, déjà, il peine à avoir un budget de 10 milliards. Il peine à avoir un budget de 5 milliards. Mais rien que les territoires de Walungu produisent de l'or qui sont évalués entre 5 à 15 milliards. Mais qui bénéficie de tout cet argent-là? Je vous ai donné déjà les noms, donc ne cherchez pas ailleurs, ne cherchez pas loin. Ne cherchez pas loin qui sont derrière ces Chinois. Si ce n'est pas Bahati, c'est Kamere. Si ce n'est pas Kamere, c'est Félix Tshisekedi. Si ce n'est pas Félix Tshisekedi, c'est Christian Tshisekedi. Les quatre là, ils se connaissent. Ou soit Maman Marti. C'est eux qui se partagent maintenant tout l'or de Walungu. Et même les montants là qui se donnent, c'est eux qui en bénéficient. Donc ces gens, ils ont trahi les pays. Ils ont mangé ensemble avec le diable en personne. Vous comprenez un peu? Félix Tshisekedi est le représentant du diable. C'est lui Satan 1. Comment quelqu'un peut fermer les yeux, voir les Congolais souffrir jusqu'à ce niveau? Comment il peut regarder la vie, avoir un budget de 10 milliards? Il peine à avoir un budget de 5 milliards. Mais rien que les territoires de Walungu produisent de l'or qui sont évalués entre 5 à 15 milliards. Mais qui bénéficie de tout cet argent-là? Je vous ai donné déjà les noms, donc ne cherchez pas ailleurs, ne cherchez pas loin. Ne cherchez pas loin qui sont derrière ces Chinois. Si ce n'est pas Bahati, c'est Kamere. Si ce n'est pas Kamere, c'est Félix Tshisekedi. Si ce n'est pas Félix Tshisekedi, c'est Christian Tshisekedi. Les quatre là, ils se connaissent. Ou soit Maman Marti. C'est eux qui se partagent maintenant tout l'or de Walungu. Et même les montants là qui se donnent, c'est eux qui en bénéficient. Donc ces gens, ils ont trahi les pays. Ils ont mangé ensemble avec le diable en personne. Vous comprenez un peu? Félix Tshisekedi est le représentant du diable. C'est lui Satan 1. Comment quelqu'un peut fermer les yeux, voir les Congolais souffrir jusqu'à ce niveau? Comment il peut regarder la vie de Kinshasa et être fier de faire les gyrophares lorsqu'il passe chaque jour? Vous avez vu les images, le président était au marché, mais on a crié sur lui. Dollar et Kitaye, dollar. Mais lapidez-les, c'est tout. Il ne peut même pas baisser le taux de votre dollar là. Il ne peut pas. Il n'a pas de cerveau, je vous ai toujours dit. Il y a des gens qui viennent m'insulter. Quand j'ai lancé un défi à Félix Tshisekedi pour faire un débat avec moi, j'ai lancé un défi. Informez-lui officiellement. Informez-lui officiellement. Je n'ai pas peur de lui, je suis en France. Je demande un débat avec Félix Tshisekedi. D'ailleurs, on va parler pas d'autre chose, on va parler que de sa gestion. Lui, il va répondre à mes questions. Parce que je vais lui poser seulement les questions sur les engagements que lui, il a pris devant les Congolais. Il a un programme lors du premier mandat, il n'a pas réalisé ça. Il a un programme deuxième mandat, il est tout à fait à côté. Regardez les programmes qu'il a fait, qu'il a bâti campagne. C'est différent au programme que Mme Judith Soumina a présenté devant l'Assemblée nationale. Nous sommes en 2025, tout le monde sait que lui-même d'ailleurs nous a dit qu'il a échoué sa première année. Donc nous avons ramené quelqu'un à la présidence pour échouer. Mais non, la Constitution prévoit celui qui échoue, on doit l'écarter. Et c'est immédiat. Ce n'est pas quelque chose à attendre, non, on attend les élections de 2028. Pour faire quoi? C'est eux qui se partagent maintenant tout l'or de Walungu. Et même les montants là qui se donnent, c'est eux qui en bénéficient. Donc ces gens, ils ont trahi les pays. Ils ont mangé ensemble avec le diable en personne. Vous comprenez un peu? Félix Tshisekedi est le représentant du diable. C'est lui Satan 1. Comment quelqu'un peut fermer les yeux, voir les Congolais souffrir jusqu'à ce niveau? Comment il peut regarder la vie de Kinshasa et être fier de faire les gyrophares lorsqu'il passe chaque jour? Vous avez vu les images, le président était au marché, mais on a crié sur lui. Dollar et Kitaye, dollar. Mais lapidez-les, c'est tout. Il ne peut même pas baisser le taux de votre dollar là. Il ne peut pas. Il n'a pas de cerveau, je vous ai toujours dit. Il y a des gens qui viennent m'insulter. Quand j'ai lancé un défi à Félix Tshisekedi pour faire un débat avec moi, j'ai lancé un défi. Informez-lui officiellement. Informez-lui officiellement. Je n'ai pas peur de lui, je suis en France. Je demande un débat avec Félix Tshisekedi. D'ailleurs, on va parler pas d'autre chose, on va parler que de sa gestion. Lui, il va répondre à mes questions. Parce que je vais lui poser seulement les questions sur les engagements que lui, il a pris devant les Congolais. Il a un programme lors du premier mandat, il n'a pas réalisé ça. Il a un programme deuxième mandat, il est tout à fait à côté. Regardez les programmes qu'il a fait, qu'il a bâti campagne. C'est différent au programme que Mme Judith Soumina a présenté devant l'Assemblée nationale. Nous sommes en 2025, tout le monde sait que lui-même d'ailleurs nous a dit qu'il a échoué sa première année. Donc nous avons ramené quelqu'un à la présidence pour échouer. Mais non, la Constitution prévoit celui qui échoue, on doit l'écarter. Et c'est immédiat. Ce n'est pas quelque chose à attendre, non, on attend les élections de 2028. Pour faire quoi? Pour faire quoi en 2028? Vous allez créer encore un autre dictateur?
C'est ça que vous devez savoir, peuple congolais. Le peuple, il est souverain en vertu de l'article 5. Lorsque la souveraineté que tu as donnée à quelqu'un, il n'agit pas en faveur de ce que toi tu lui demandes de faire. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois retirer ta légitimité. Tu dois retirer le mandat que tu lui as donné. On ne peut pas rester dans cette ignorance de manière éternelle. C'est pour cela que je fais cette émission de la conscience nationale. Mama, you can't